Le mercredi 10 mars, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses uniques fils. À 56 ans, le Premier ministre Ahmed Bakayoko faisait ses adieux à toute la Côte d'Ivoire. À la suite de son décès, il y a eu pas mal de témoignages. Et mon invité de ce jour va abonder pratiquement dans le même sens, d'autant plus que celui que je reçois aujourd'hui fait partie des amis d'enfance de celui qui était présenté comme l'homme du consensus, le Golden Boy, le demi-dieu, comme l'appelait affectueusement Koffi Olomide et autres. Après 2 ans de maladie, Samassi Mokhtar ou encore Samassi Akwaba a tenu à se joindre à ces milliers de voix qui ont des souvenirs à faire partager. Mais bien avant, on va s'intéresser à son parcours. Bonjour grand frère. Bonjour, M. Samassi Mokhtar. La politique, c'est un poison. Parce qu'il n'y a pas trop de contexte. Bonjour grand frère. Bonjour, M. Samassi Mokhtar. Dit Samassi Akwaba pour les Parisiens. J'ai très mal de parler d'Ahmed au passé. Parce que c'était une fierté pour nous. Il avait beaucoup à donner au pays. Il est parti très tôt. Donc, c'est avec douleur que je parle d'Ahmed. Parce que ce n'était pas évident. Moi, quand j'ai vu son parcours, je le vois au pouvoir. Je voyais Ahmed comme président de la Côte d'Ivoire. Et il était le mieux placé pour faire le consensus. Pour moi, c'est une perte pour la Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne. Voilà. On voit que tu rentres déjà dans le vif du sujet, tu en parles avec beaucoup d'émotion. C'est dit combien de fois vous étiez beaucoup proches. C'est vrai que tout à l'heure, on va parler de votre rencontre. Vous êtes connu très très jeune, c'est clair. Oui. Mais toi déjà, en tant que Samassi Akwaba, tu évolues dans quel domaine d'activité? D'abord à Paris, j'ai fait du showbiz. Ok. Du showbiz, je suis passé à la restauration. Voilà. Donc du showbiz, restauration. Et après la restauration, j'ai suggéré, lors d'un passage d'Amel à Paris, d'y rentrer. Parce qu'il a dit, mais c'est vieux, parce que j'étais resté trop longtemps en France. Il a promis de m'aider. Et par la suite, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Il n'a pas toujours le temps, mais à travers son canal, ses amis proches qui savaient qu'il était un frère à moi m'ont aidé. Je parle de Tony, qui dit Ahmed, forcément connaît Tony, qui a tenté, qui m'a aidé à démarrer mon business, parce que je me savais proche d'Ahmed. Et après, je me suis rendu à la Sécurité nationale, voir le DG de la police, M. Kouyaté, en compagnie d'Yves Dego, qui m'a répondu, M. Samassi, vous êtes venu, vous êtes vivant en France. Votre frère Ahmed n'a pas trop le temps, mais c'est ça notre rôle, c'est d'aider les frères d'Ahmed. Moi, M. Kouyaté, en tant que DG de la police, je ferai mon possible pour que ça aille mieux pour toi. Par rapport aux affinités que tu as avec nos ministres, nous on va t'aider. Et le fait d'être un ami et frère d'Ahmed, ça m'a facilité beaucoup de choses. Donc les gens étaient à ma disposition et il m'a aidé quand il pouvait passer, il n'avait pas le temps. Voilà, il a fait son possible. Voilà ce que j'ai vécu à Abidjan. Aujourd'hui, je suis installé, mes activités ont démarré. Et quand c'était au ralenti, moi j'ai un document qui me manquait. Yolande m'a aidé, comme il pouvait, m'a soutenu jusqu'à ce que j'obtienne le document qui me manquait. Je profite de votre antenne pour dire merci à Yolande, merci infiniment, parce que la bonté de Yolande, ça vient de son mari. Il a déteint sa femme largement, parce qu'elle est généreuse, gentille. Et ce que je voulais souligner, j'ai connu Yolande à Orléans, une personne calme, effacée, bien élevée, bien polie, qui en voulait qu'aux études. Elle était très discrète. Elle avait une seule amie qu'on a connue à Orléans, qui s'appelait Félicie, qui était même sa jumelle. On n'a jamais vu Yolande sans Félicie. Même quand on revenait, on allait virer à Paris, au Timis, quand tu vois Yolande, Félicie à côté. Donc c'est les deux qu'on a toujours connus. Et après, je l'ai retrouvé à Abidjan, au secrétariat d'Ahmed.
comme par hasard, elle était venue voir Ahmed, pareil que moi. Et elle est rentrée. Après elle, Ahmed m'a reçu. Il m'a demandé, mais tu la connais? J'ai dit oui. Il dit, ah, tu dois la connaître. Et puis bon, on a fait on a comméré un peu, un garçon. Mais tout ce que je lui ai dit, Ahmed, c'est la femme idéale. Julien est la femme idéale, c'est la femme qui te faut. Parce que je connais sa réalité. À Orléans, j'ai jamais vu Julien avec un mec. Toujours papier, études. Quand tu la vois toujours, elle te va en cours, elle rentre chez elle. Ou elle a sa jumelle, Félicie. Une femme consciencieuse. On était tous convaincus qu'elle allait réussir. Parce qu'elle n'était pas dispersée. Elle en voulait aux études. Et le résultat est là aujourd'hui. Hein. Elle est tombée sur un grand monsieur. Tout le monde connaît le parcours. En tout cas, vous allez voir un peu le contexte de cette interview. Elle est pleine d'émotions parce que déjà, c'est un témoignage. Et je vous ai dit tout à l'heure, le grand frère Samassi Akwaba sort de 2 ans de maladie. Et là, il parle de son ami, l'un de ses meilleurs amis, qu'il a perdu il n'y a pas longtemps. Et vous voyez toute l'émotion qui se dégage de ce témoignage qu'il est en train de faire. J'avoue que c'est vrai, nous sommes honorés de pouvoir recueillir cela, mais c'est avec beaucoup d'émotions que je l'écoute. Et c'est clair que tous ceux qui vont suivre cette interview auront le même ressenti. Mais ça fait partie de la vie et je pense que ce sont des choses qui vont servir forcément à toutes les générations auxquelles vous allez vous adresser. Tu vas t'adresser, excuse-moi. Du coup, grand frère, c'est vrai, là, tu es allé un peu très vite, tu as parlé de Yolande, à Orléans et autres. Mais toi, c'est en quelle année tu es venu en France et que tu t'es lancé dans le showbiz en tant que promoteur de spectacles, en tant qu'homme de la nuit, avant de pouvoir ouvrir le restaurant Akwaba? C'était en quelle année déjà? Je suis venu en France dans les années 85-86. Ok. À la base, je suis venu pour aller à l'école. J'étais à l'école. Ok. Et après les études... Tu t'es inscrit dans l'université française, c'est ça? Non, j'étais à Orléans. Après Orléans, je suis venu au lycée Jean Monnet. Je faisais BTP. Ok. Bâtiment, travaux publics. Ah, tu as fait un parcours professionnel? Voilà. Puisque mon père m'a fait venir en France en fait, pour la relève. Pour que je reprenne sa société en Côte d'Ivoire. À la base, donc, tes parents, ils faisaient quoi? Parle-nous un peu de mon ta père famille. avait une société de bâtiment, travaux publics. Ok. Il a travaillé à Colas, GTM, etc. Mais il a vu en moi un enfant ambitieux. Il a voulu que je reprenne la société. En fait, j'ai tenté de reprendre la société, mais ça m'intéressait peu. Je voulais faire ça pour faire plaisir à mon père. Arrivé à Paris, il se passait autre chose. Voilà, j'étais fasciné par le showbiz. Donc, j'ai commencé le showbiz avec Tony Babré. Du coup, tu as arrêté tes études à quel moment? Après le BTS de travaux publics. Ok. Quand tu as eu ton BTS en travaux publics, Oui. Tu t'es dit, bah, il faut que je me lance dans la nuit. Ça vient comment En fait, depuis la Côte d'Ivoire, on aimait le show, l'ambiance, la joie de vivre nos frères de Montanité avec Ahmed, on sortait les virées, on faisait que la fête. Bon, on allait à l'école, on était étudiant. Moi, je suis venu très tôt à Paris. Quand j'allais à Abidjan, je recherchais mes frères comme Ahmed, Yves, etc. Et puis on faisait la fête ensemble. Et quand je suis arrivé à Paris, pendant que j'allais à l'école, je faisais de l'ambiance de showbiz. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai été approché par Yao Jules, qui m'a dit, mais Sam, et si on faisait des soirées en journée, les soirées de 16h à 20 minuit? J'ai dit, pourquoi pas? Comme moi, déjà, le showbiz m'intéressait. Donc, j'ai accepté. On s'est associé avec Tony. On a commencé les soirées ivoiriennes. Tony Boabré, Yao Jules, Samassi Akwaba. ok. On a commencé... Dans quelle boîte de nuit déjà? On a fait le Titan. Titan. On est passé à... Titan en place de Clichy? Titan en place de Clichy. Ok. On a fait l'Atlantis. On a fait aussi la boîte de Nelson. Avec tout ça avec Yao Jules. Vos soirées, c'était quel jour? C'était les dimanches là ou Que les week-ends. Les samedis ou les dimanches? Les dimanches, tous les dimanches. Ok, donc vous avez commencé les soirées à thème, donc tous les dimanches, de 16h à 20h? À minuit. De 16h à minuit? Voilà. Ok. Les thèmes lors de ces soirées, c'était quoi? En fait, c'était des soirées africaines, des retrouvailles. Puisque en semaine, on va à l'école, il fallait trouver un moment pour se retrouver, pour évacuer. Donc on se retrouvait tous les week-ends
soirée ivoirienne qui a pris, et toute l'Afrique est retrouvée tous les week-ends. Et on faisait intervenir un artiste tous les week-ends. Donc on va dire c'est vous qui avez lancé les soirées ivoiriennes africaines à Paris? Exactement, avec Tony et Yaoujou. Ah, c'est à votre suite que Yves Amand de Bordeaux et d'autres managers comme les Daouda Afraya voilà. ont pu prendre la relève avec les Calvé, Fori. Vous pouvez demander à tout cela, ils savent. Ah, ok. Donc toi, tu es encore dans le... Ah, je suis content, au moins il y a un petit sourire qui sort là. Nous sommes les premiers à faire tout ça là. Ok. Et ils sont là, tout le monde est vivant, hein, donc on est à Paris. Les artistes que vous receviez en son temps, c'était qui? D'abord, parallèlement aux soirées ivoiriennes, je faisais des concerts et des spectacles avec Désiré Kouadio. Ok. Avec Désiré Kouadio, Tony Boisbré, j'ai participé au premier concert du Magic System à Paris, aux côtés de Désiré Kouadio et Tony. On a reçu les premiers à Salfo et le Magic System. J'étais dans le staff, on a fait le carton plein. Après Magic System, puis on partait, après ça, moi j'ai ouvert le restaurant. J'étais patron du restaurant VIP, à méthode Crimée, rue Achero, dans le 19e. Et après ça, je faisais du partenariat avec des Kouadio. Un matin, il m'a appelé, il m'a dit Joe, le restaurant ouvert, j'ai dit oui. Il dit, je t'amène mon artiste. À ma grande surprise, c'était Arafat qui venait la première fois à Paris. Il est venu, des occasions, lui, sur le vieux père Samassi, c'est joli ici, il ressemble à Kwaba. Je l'ai mis à l'aise. Tout s'est bien passé. Ça devait être en 2004 par là, oui, environ. Ça, c'était, voilà. Parce que quand Arafat a sorti Jonathan en 2003, voilà. Je pense que sa première tournée, ça devait être autour de 2004-2005 par là. Exactement. Donc voilà comment Désiré Kouadio a compté dans le showbiz, parce qu'il a permis à beaucoup d'artistes de venir à Paris. Et par moment, une fois on était à Paris, on avait un artiste à faire venir. Just était présent, c'est lui qui a ramené l'artiste à Paris. J'étais avec Désiré Kouadio au Sofitel, on a envoyé Just à l'artiste. Donc il était de notre côté aussi pour nous soutenir, Just, qui est un petit frère que j'apprécie, qui est très correct avec moi. Donc du coup, quand tu ouvres le restaurant à Kwaba, en quelle année? Vous savez, j'ai soit des maladies. Ouais, c'est vrai que... Mes souvenirs ne sont pas très exacts. Ok, mais en même temps que vous étiez promoteur de spectacles, oui. Lorsque vous organisez les soirées ivoiriennes, donc toi, à côté, tu as eu l'idée d'ouvrir un restaurant, on va dire, africain, qui proposait des mets africains, où donc tu recevais des célébrités, des hommes politiques. Quelles sont les personnalités que tu as reçues justement au restaurant à Kwaba? Au restaurant à Kwaba, j'ai eu la chance de recevoir des personnalités médiatiques, sportives, etc. Personnalité politique, j'ai reçu des personnalités comme Georges Abouké, l'ancien directeur de la ATI, Malik Toué, personnalité sportive Malik Toué, Dengou Senou, personnellement ancien président de la FIF, oui. Idi Diallo, okay. Le grand frère il venait à Kwaba. Et puis j'ai reçu un frère, lui, c'est un ami et frère. Cheikh Karamoko, quand il venait à Paris, il était à mes côtés, à Kwaba, qui était aujourd'hui notre fidèle ami, frère de Ahmed Bakayoko. Cheikh était souvent avec moi. C'est vrai que tout à l'heure, quand on va aborder le chapitre de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, on va parler de son entourage, de pas mal de personnes, forcément tu l'as connu, tu parlais de Tony tout à l'heure. Il y a un nom aussi qu'on a appris, qu'on a entendu après son décès, qui est Nestor, Cheikh Karamoko et autres. Tu vas parler de ces personnalités-là tout à l'heure. Mais bien avant, je veux qu'on s'intéresse un peu, on va dire, à ce passage-là en France. Avant, voilà, forcément, on va parler de tes rapports avec Ahmed. Donc, au restaurant à Kwaba, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait la renommée de ce restaurant, selon toi? Le restaurant à Kwaba, c'était... Parce que dans mes calculs, je voulais carrément... C'est pour ça que j'ai mis du temps. Parce que je voulais carrément un restaurant VIP qui m'a permis de recevoir toutes les personnalités ivoiriennes qui venaient. Mais moi, je visitais l'Afrique. J'ai reçu des personnalités maliennes. J'ai même reçu Mia Makeba et le Kwa Kanza ensemble. C'était une fierté pour moi ce jour-là. Parce que quand il s'est renseigné, on lui a dit qu'il y a un restaurant appelé Kwaba qui était vraiment VIP.
Ça fait que j'ai drainé du monde. J'ai reçu le député de Yamoussoukro, que tout le monde connaît, Kakapé. Quand il venait de bouche à oreille, on lui disait, vous avez un frère qui a un restaurant très intéressant, qui est très clean, qui était recommandé. Et du coup, Ahmed évidemment venait, c'est normal, c'est mon frère, il venait, mais il me soutenait à façon. Donc en bas, quand il était là, il venait là. Et Yves Zogo, c'était sa maison, c'est mes frères. Donc mes frères, il n'y a pas d'invitation. C'est ça. Quand il va à Paris, il est là. Donc tous mes frères m'ont soutenu. J'ai reçu vraiment pas mal de dons. Il y avait le député du plateau qui était tout le temps là, Sangaré, père à son âme, un grand frère qui m'aimait beaucoup. Même David Taïro, c'était sa base. Quand il vient à Paris, il est avec moi. Et, en tout cas, j'ai plein d'amis, Gaji Sidi, mais oui, tout le monde venait là. Tout le monde. Tu étais l'épicentre, voilà. En tout cas celui qui recevait toutes les célébrités, les personnalités sportives, culturelles, artistiques et politiques. Et justement cette période, c'est là où on a vu la déferlante coupé-décalé. Ton histoire avec le coupé-décalé, justement, tu nous en parles? Ok. Le coupé-décalé, au début, les gens ont eu du mal à croire au coupé-décalé. Moi, j'ai toujours fait confiance parce que j'avais des affinités avec mes petits frères que j'aime bien, qui sont Mori, Lumola, Lino Versace, comment on appelle ça, Doussaka lui-même, Borosanji, etc., tout le monde. Donc quand ils ont commencé le mouvement à l'Atlantis, moi j'étais souvent en partenariat avec l'Atlantis. Puisque je m'entendais très bien avec Venance qui était un ami et frère, Venance de l'Atlantis. Donc je mettais en partenariat avec Akwaba. Donc les week-ends, les dimanches, j'ai à mon salon, je venais là tous les dimanches. Donc ça fait que mes petits frères et moi, on était en phase. Du coup, quand on a lancé le mouvement coupé-décalé, qui était interprété comme des malfrats, j'ai dit non. Donc on disait tout ce qui est coupé-décalé, c'est de l'arnaque. Non. C'est un groupe de jeunes qui ont conquis un mouvement pour gagner la jeunesse. On se retrouvait tous les week-ends. Et moi, j'ai toujours galvanisé le groupe tout ça. J'ai dit, on est là. Nous sommes les vieux, on vous soutient. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une vérité quand on dit que c'était des gars qui faisaient de l'arnaque? Est-ce qu'il n'y a pas de vérité en dessous? Moi, je n'ai pas vérifié tout ça. Moi, après, parce qu'on dit la plupart, ils faisaient du 36-15. Tu connais ce que c'est que le 36-15 tout de même? En fait, moi, je ne me fie pas aux rumeurs. Moi, les rapports que j'avais qu'ils viennent, c'est mes petits frères qui m'aiment bien. Ils viennent me soutenir au restaurant. Après, on se retrouve à l'Atlantique le soir. Mais selon toi, où est-ce que... Je ne partage pas le quotidien, donc voilà. Je sais, mais où est-ce que selon toi, ils gagnent de l'argent pour venir dépenser? Mais à Paris, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Faut pas critiquer les gens, parce que dès que l'instant où on prend l'avion, qu'on arrive en aventure, de combat, tout le monde se bat. Tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Voilà. Ne cherche pas à savoir. Si ça lui réussit, tant mieux. Même si les moyens sont illégaux? Ça, c'est lui qui voit. Chacun prend ses risques. Chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Chacun choisit sa voie. Moi, quelqu'un qui vient chez moi et dépasse 500 000 euros, je ne sais pas à où il a eu. S'il est dans... Moi, j'ai toujours dit à mes petits frères, tu rentres dans les business à Paris, tu vas tomber. Parce que la police française est l'une des meilleures polices. Donc, moi, je fais la police aux gens. Moi, tu viens, tu réserves, tu fais ce que tu veux. Je dis OK. Et puis, je donne là à tout le monde. Moi, je fais confiance à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dessus, mais j'observe. J'aime constater avant de parler. J'aime voir avant de parler. Même là, même pour en venir au décès de mon frère, Ahmed, je demande beaucoup d'humanisme à ceux qui parlent. Il faut le connaître. Il y a des gens qui font le procès d'Ahmed sans le connaître. Ils ne le connaissent pas. C'est un monsieur qui a vécu dans la joie, dans la gaieté. Il a toujours été là pour tout le monde. Le seul souci qu'il avait à les gens comme nous, il n'avait plus assez de temps pour nous. Mais on se voyait, il faisait ce qu'il pouvait. On ne peut plus être ensemble comme avant, où on allait faire la fête. Il n'a plus ce droit. C'était un ministre d'État, sa vie change. J'étais à un concert à Abidjan, où Kofi a invité Ahmed plusieurs fois à venir sur la piste. Ahmed, il n'a pas pu s'élever. Kofi a dit, oh, j'ai perdu mon frère Ahmed. Parce qu'Ahmed ne peut pas venir danser avec lui sur la piste. C'était plus le même Ahmed. C'est un monsieur qui est passé à trop de responsabilités. Il fallait le comprendre. Ceux qui en veulent la merde aujourd'hui, c'est les gens qui manquent de réflexion.
c'est pas possible qu'un monsieur soit à ce niveau-là et faire n'importe quoi. En tout cas, Ahmed Bakayoko, forcément, ça va beaucoup revenir dans cette interview. Oui. Mais on revient un peu encore en arrière. Par rapport au coupé décalé, quelle est toi ta vérité sur la création de ce mouvement artistique qui aujourd'hui, en tout cas, a embrasé toute l'Afrique? Vous savez, le coupé décalé, c'est un mouvement qui est parti lentement. Et ça ressemble à du ridicule. Quand Dou serait venu, on m'a dit, vieux père, je vais rentrer en studio avec David Taïro. Il dit, petit, ici, il faut forcer. Ça peut paraître banal, mais on ne sait jamais. Parce qu'il ne savait pas chanter. Il a appris sur le tas. David Taïro pourra témoigner combien de fois ça n'a pas été évident de montrer le premier album de Dou Saka. Parce que ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un chanteur à la base. Donc il a fallu travailler sa voix, l'aider pour sortir ce que vous avez reçu. Avec tous les artistes qui l'ont accompagné sur le morceau, pour vous dans le résultat que vous avez eu, qui était très bien. Christy B et autres, oui. Christy B, et puis le gars de Zouglou là. Enfin, j'ai plus. Voilà. J'avoue que là, j'oublie parce que la chanson. Petit Denis. Voilà, Petit Denis aussi qui a chanté sur. Ouais, c'est ça. L'album. Et l'université a fait la liste des gens qui étaient tous en studio avec lui. Et après, moi je lui ai dit ma partition, fini l'album. Quand il a fini, il m'a appelé, on avait un rendez-vous, il est venu avec David Monceau au restaurant à Kwaba. Il m'a dit, vieux père, c'est ton tour maintenant. J'ai dit, tout ce qu'il veut faire pour toi, je le ferai, mon petit. Il dit, je ne veux rien d'autre, je ne veux pas d'argent. Je veux ta cabriolet pour aller faire un clip. YouTube est là, les gens peuvent aller dessus, ils verront le clip de Dou Saka. Et il m'a forcé à monter avec lui dans la voiture. On a tourné un peu. C'était ma façon de lui faire plaisir, de lui dire que moi je suis dans le coupé décalé. Donc, à la base, j'étais là. Au début, j'étais là. Moï est là, Moula est là. Borosandi pourra témoigner, lui, de Versace, Défalé, etc. Ils savent que le vieux père était avec nous. On reste donc dans la nuit parisienne avec la naissance du coupé décalé et de vos différentes soirées. Quels sont on va dire, ceux qu'on a présentés comme boucantiers qui, toi, t'ont marqué dans la nuit parisienne? Mais c'est la jet set, hein. C'est la jet set qui m'a marqué. Tout simplement. Parce que, en fait, il y avait une concurrence qui s'est créée dans les travaillements. C'était différentes personnes. Et puis il y a des gens qu'on ne connaissait pas qui arrivent, qui ont imité la jet set en fait. Le travaillement à la base, la jet set fait le travaillement. Et ce qui est récent, vu que mes souvenirs ne sont pas à ça, j'ai un petit frère qui est venu à Abidjan. Moi, vous savez, tous mes petits frères que je connaissais à Abidjan, qui sont venus à Paris, surtout une personne qui m'a contacté, qui m'a approché, que je n'ai pas soutenu, que je n'ai pas aidé, qui vient témoigner. Quand Kabongo est venu, Abou Bandi. au début, on l'a épaulé, mais il a été l'un des meilleurs parce qu'il a très vite décollé ses propres ailes. Au départ, nous on était là, mais après Abou, on était fiers de lui. Il a commencé à se battre dans la vie, il a commencé à s'en sortir, il a commencé avec le travaillement. Il a osé. Pour quelqu'un qui venait, ça faisait quelques années, par rapport aux anciens, il a même commencé à défier même les anciens. Parce que la vie lui a réussi. En fait, il faut éviter d'être jaloux dans la vie. Dans ces pays, chacun a sa chance. Avant nous, il y a des gens qui étaient forts. Après nous, il y en aura. Chacun sa chance. Justement, lors de la création du coupé décalé, il y avait la Sissi Saliou, les Sam Doguet et autres qui faisaient des travaillements. Oui. Quels sont les footballeurs, justement, à l'instar de la Sissi Saliou, que toi, tu as vu dans la nuit parisienne, claquer des milliers d'euros comme ça sur des artistes en une soirée? Moi, ce que je peux retenir facilement, c'est Samuel. Ok. C'était à quelle soirée? Une soirée, où il était là, il a fait des travaillements, des concerts. Ouais, ça, c'était au Bataclan, je crois, avec Désiré Quadio. Mais je veux dire, dans la nuit parisienne, lorsque des footballeurs venaient, parce que chacun en son temps, il y avait pas mal de footballeurs qui venaient quand même à vos soirées des dimanches, les Ridjemba Djemba, enfin. Il y a tellement de footballeurs qui sont passés. La plupart des footballeurs je me rappelle en son temps, Gervinho aussi, et lorsqu'il était au Mans et autres. Si, la plupart, franchement, les noms ne me reviennent pas, mais ils ont tout fait de travaillement. Okay. Mais celui qui était visible et flagrant, c'était Samuel Eto'o. Ok. Au Bataclan, il nous a épaté tous.
Qu'est-ce que justement tu retiens de cette expérience et des nuits parisiennes et de ta gestion du restaurant Aquaba? Qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens des nuits parisiennes, c'est une nuit qui m'a apporté beaucoup, qui m'a enrichi. Parce qu'aujourd'hui, mon carnet d'adresse, quand je vais à Abidjan, c'est tranquille. Aquaba m'a permis d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de grands frères, beaucoup de soutien. Ça fait qu'aujourd'hui, mes activités d'Abidjan que j'ai montées, avec le soutien de ceux qui, mes anciens frères, mes anciens clients, Aquaba m'ont beaucoup apporté. Vous savez, tout le monde peut t'aider. On peut avoir 100, heureusement qu'on a beaucoup d'amis. Mais parmi les 100, il y a au moins 10 ou 20 qui sont bons. C'est bon d'avoir beaucoup d'amis. Parce que même s'il y a plein qui te font des coups bas, mais il manque 5 ou 10 personnes arrivent à te soutenir. Aujourd'hui, je profite de mon antenne pour dire par exemple merci à Salfo, qui a été mon premier soutien à Abidjan. Quand j'ai monté mon affaire, il m'a vu dans l'avion, tu vois où je dis, mais on dit quoi? J'ai dit non, je vais à Abidjan, j'ai monté mon business. J'ai monté mon business. Il m'a dit, ah bon, tu as le papier, tout est bon? J'ai dit oui, j'ai l'agrément, tout est bon. Il m'a dit, moi, ça m'a dit, quand on arrive à Abidjan, la passe, me voir demain, je donne le contrat. Et ça fait 5 ans que Salfo m'a gardé. Tous les contrats que j'ai à Salfo, moi, système. Vous savez, les gens qui réussissent dans la vie, il faut avoir un bon fond. Et il faut arrêter de critiquer les gens qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui ont des qualités, mais ils sont humbles, qui posent des actes. Salfo fait partie. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses à Paris. Je l'invitais souvent à Aquaba pour fêter ses prix parce que j'étais très fier de lui. Et le bienfait n'est jamais perdu. Il voit un frère qui a fait des années à Paris qui veut rentrer. Il dit, bon, moi, je t'aide. Voilà ce que je fais. Dans l'avion, j'ai banalisé, j'ai pris le petit pipeau. Parce que tout le monde pouvait à Abidjan, mais personne n'est fait. Mais quand j'avais appelé à Salfo, il m'a dit, passe au bureau. Il a validé tout ce que j'ai demandé. À l'heure où je vous parle, je suis toujours à Salfo. Magistème, je suis toujours avec eux. Parce que c'est un monsieur qui a une parole. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait aux autres, hein. Ça, c'est pas mon problème. Mais il faut le connaître. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas juger sans écouter la version d'Alfo. Parce qu'il y a des gens qui critiquent sans connaître. Il y a des gens qui ont des préjugés. Mais quand il vient avec une affaire honnête, parce qu'à force de venir en France, à chaque fois de devenir blanc, quand ton affaire est bizarre, il ne rentre pas dedans. Mais quand c'est clair, quand il mérite d'être aidé, il le fait. En tout cas, c'est un témoignage pour Salfo aussi. Oui, puisque justement tu fais ce témoignage par rapport à Salfo, moi je vais profiter pour rebondir. Quels sont les méchants retours que toi tu as eu lorsque les gens te parlent de lui, puisque tu dis qu'il y a des personnes qui ont eu à le critiquer? Non. En fait, ils ne me l'ont pas dit directement, puisque moi je réponds. Si les réseaux, il y a des gens. Ah, tu allais faire des palabres même pour Salfo sur les réseaux sociaux? Non, moi je n'ai jamais fait des réseaux sociaux. Ah, ok. Je n'en parle dedans. Ah, ok, tu dis tu entends. J'ai dit, si les réseaux, de certaines façons qui le traitent de méchants, qui n'aident pas. Moi, il m'a aidé. Et je connais plein de gens qui l'ont aidé. Ça veut dire que si ton affaire n'est pas fiable, il n'en parle dedans. Parce qu'il n'aime pas le faux. Tu vois qu'un business n'est pas fiable, il n'en parle dedans, c'est normal. C'est vrai que ce n'est pas le moment, ni l'objet. Ce n'était pas ça le but de cette interview, mais vu que le grand frère Samassi Aquaba parle de témoignages par rapport à Salfo, que je connais très bien, qui est un très bon ami, et je pense que c'est pas un secret, c'est quelque chose que sur tout le monde. Par rapport à l'aide dont il est en train de parler, moi, à titre d'illustration, Salfo fait partie des personnes qui ont soutenu en son temps Select Magazine que j'ai créé en 2013, en août 2013, qui avait été financé par le grand frère Alafé Wakili. Et à sa suite, Salfo nous a aidé à hauteur de 15 000 euros, 10 millions de francs CFA. Au passage, en tout cas, on lui dit merci. Au-delà des rapports amicaux que j'ai pu entretenir avec lui et que je continue à entretenir avec lui justement depuis plus de 16 ans maintenant. On va clore le chapitre de la nuit parisienne. Quel est toi ton avis aujourd'hui lorsque on te dit, c'est vrai que toi en son temps au restaurant Aquaba, tu recevais toutes les personnalités des différentes obédiences, qu'elles soient politiques, ethniques, culturelles aujourd'hui. Il y a un constat qui est fait au niveau de Paris. Il y a des restaurants qui sont réservés à des personnes d'un bord et il y a d'autres qui sont réservés à des personnes d'un autre bord politique. Quel est ton commentaire là-dessus? Vous savez, en tant qu'ancien restaurateur, il y a certaines clientèles qui n'intéressent pas tout le monde.
Parce que il y a des clients qui n'ont pas évolué. Ils sont toujours petits de la tête. Ils sont petits dans la tête. Quand ils viennent à Paris, le comportement d'Abidjan suit. J'ai vu moi-même, j'étais restaurateur, j'ai fréquenté certains maquis. C'est pour ça que j'ai évité le maquis. On a pas tout le monde a une minorité, quand ils viennent dans un bar, dans un restaurant, il faut qu'ils foutent la merde. Il faut qu'ils fassent la bagarre. Donc moi, comme je voulais un endroit classe, VIP, parce que j'aime pas la racaille. Donc, j'ai levé le prix et j'ai filtré. C'est un mot que beaucoup de personnes ne vont pas te pardonner. Hein. Non, Traiter une clientèle de racaille, beaucoup de personnes ne vont pas Non, te quand je dis la racaille, oui. il faut éviter dans ce cas-là de la racaille. Tu m'adresses à ceux qui se comportent comme la racaille. Okay. Ceux qui veulent, on l'appelle la racaille. Okay. Vous êtes chez moi aujourd'hui, dans mon salon, je ne vous traite pas de la racaille, parce que vous travaillez, vous êtes en train de travailler. Mais celui qui agresse dans la rue, qui est le pickpocket, c'est la racaille. Mais je ne condamne pas, mais j'évite. Chacun choisit sa voie. Si tu as décidé de braquer pour réussir, c'est toi qui vois. Tu es dealer, c'est toi qui vois. Moi, j'ai vu des dealers qui ont fait des immeubles à Abidjan, on n'a jamais arrêté. C'est sa chance. Si tu es envieux, tu souffres. Il ne faut pas être envieux. Toi, tu es arrivé à Paris il n'y a pas longtemps, tu peux être trafiquant, faire une ville, avoir 40 millions d'euros, aller à Abidjan faire des immeubles. Ça t'a réussi, on ne t'a pas arrêté. Mais un gars qui vient, qui tente, qui voulait un portefeuille, il va en prison pour 2 ans. Alors que toi, tu es dealer, on ne t'a jamais arrêté. Chacun a sa chance. Tu as un plan pour tout le monde. Soyez humble, pas envieux, et ça, on décolle. C'est pour ça que quand je reviens toujours à Kabongo, quand Kabongo est venu ici, on va critiquer. Je dis, mais c'est ça, il est seul, lui, il se bat. Bon, je dis, Kabongo, il n'envie rien à personne. Il est tranquille, il voyage, il vit bien. Pourtant, moi, je ne le vois même plus. Pourtant, au début, j'étais là, je l'ai épaulé. Mais qu'elle a décollé. Quand ça commence à aller, on doit être fier de la personne parce qu'il avance. On ne doit pas être aigri. C'est ça qui dérange un peu dans le milieu ivoirien. Parce que la jalousie gratuite, la méchanceté humaine, c'est terrible. Moi, j'ai été victime, mais il faut mener le combat. Dieu est là pour tout le monde. Si tu vis correctement, sans méchanceté, que tu as un bon fond, tu as un plan pour toi. Quelle est la pire des méchancetés que tu as vécues dans la nuit ivoirienne en France, à Paris? Bof, à Paris, même toi, si demain tu achètes une Ferrari, tu vas traiter des dealers, des PD, parce que ça va vite. Paris, c'est vite fait. Hein. Toi, tu as été victime de ça? Puis, j'ai été traité. Raconte-nous un peu. On t'a traité de PD, de dealer. De dealer, parce qu'à un moment, j'étais un peu en vogue. J'ai eu un semblant de succès à un moment. La police m'a arrêté plusieurs fois. Ils m'ont épillé, ils m'ont suivi. Vous savez, il faut être ami à tout le monde. Chacun choisit sa voie. Mais justement, excuse-moi, grand frère, quelle est la pire des méchancetés qui t'a vraiment fait mal? C'est quand on te traite de dealer ou de PD ou de quoi? Quelle est l'épithète qu'on a utilisée à ton encontre qui a dû te faire vraiment mal? Quand on m'a traité de dealer et de PD,